Chers téléspectateurs d'Indar TV, bienvenue à ce premier numéro de l'émission Qui dit vrai. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Djibril Diallo, il est analyste politique, après il va se présenter. Nous avons également M. Malik Sissé, enseignant et syndicaliste. Bonsoir M. Sissé. Bonsoir M. Dia. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir M. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour le pays. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et je sais que aussi aujourd'hui nous allons beaucoup apprendre à travers ces analyses que vous allez apporter à ces premiers numéros de l'émission Qui dit vrai. Donc la question qui court aujourd'hui, comme vous le savez, est de savoir et quand la date indiquée sera-t-elle maintenue. Est-ce que la date est déjà prévue en février 2024 pour l'organisation des élections générales, surtout présidentielles, sera maintenue. Donc aujourd'hui, avec nos invités, nous allons débattre sur cette question et ils vont donner leur point de vue et leur opinion par rapport aux différentes questions que nous allons leur poser. Donc je vais me retourner vers ma droite et Monsieur Sissé, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dia. Et donc vous faites peut-être ça téléspectateurs. Alors d'accord, donc c'est tout à fait, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur votre plateau, partager avec vous, comment on appelle ce sujet très important, qui mérite de l'être d'ailleurs. Effectivement. Ce débat mérite vraiment, comment on appelle, d'être parce qu'aujourd'hui, ça va de la survie de notre nation. Effectivement. Donc, à travers votre plateau, je tiens ici à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant sur votre plateau. D'accord. Vraiment, nous souhaiterons bien leur donner tout ce que nous pouvons dans le bon sens, dans le sens de la construction de la nation du Mali. Voilà. Merci beaucoup M. Sissé pour ces mots introductifs. Je me retourne vers M. Diallo. Bonsoir. Bonsoir M. Dia. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Ben, le plaisir est partagé. Vous savez, nous sommes dans un pays que nous avons en partage et nous avons d'ailleurs le seul en partage. Bien sûr. Nous devons pouvoir nous entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la marche objective de notre pays vers la liberté, la paix et la construction nationale. Donc pour cela, nous donnerons dans la plus grande objectivité ce que nous pensons. Ce sera avec plaisir de recevoir aussi. Alors, je me retourne vers M. Sissé pour la première question. M. Sissé, qu'est-ce qui constitue ces élections générales que le Mali s'apprête à organiser peut-être en février 2024? Ok, merci bien, M. Dia. Moi, je pense que ces élections constituent vraiment d'une grande importance pour notre nation, qui a tant souffert depuis 2012. Le pays ne connaît que des difficultés. Alors, il est temps que, actuellement, nous sommes hors de la Constitution, des normes constitutionnelles. Donc, aujourd'hui, vraiment, nous avons besoin d'aller vers vraiment des élections pour revenir dans l'ordre constitutionnel et poursuivre la marche normale avec tous les fils du pays. D'accord. Monsieur Diallo, vous avez entendu l'intervention de M. Sissé comme quoi nous nous trouvons maintenant dans les normes hors constitution et pourtant le président de la transition a promulgué la nouvelle constitution qui donne l'occasion de rentrer dans la 4e République. Vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes hors la constitution? Ben écoutez, nous avons accueilli avec plaisir, avec notre contribution, nous avons accueilli la 4e République à bras ouverts. D'accord. Parce que c'est sur plusieurs escaliers, c'est le premier que nous avons, la première marche que nous avons montée. D'accord. Et cette première marche, nous avons monté avec véhémence. Et le peuple s'est sincèrement mobilisé pour démontrer qu'ils soutiennent le Mali par rapport à ces élections référendaires. Donc, par rapport à la question que vous avez posée à M. Sissé, si j'ai la chance de répondre à cette question, moi je dirais beaucoup plus que je ne suis pas dans une hypothèse d'élection.
Ah bon? Moi, je suis beaucoup plus dans une hypothèse de jauger le parcours. Ok. Est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés à travers cette transition, est-ce que ces objectifs ont pu être atteints? D'accord. Est-ce que ces objectifs, la non-atteinte de ces objectifs, ne va pas nous créer un problème futur? D'accord. Est-ce qu'il faut trouver les voies et moyens pour une transition paisible afin que le peuple malien puisse avoir les tenants et les aboutissants? Oui, si vous permettez, à ce niveau, je pense que les autorités aussi se placent dans la logique comme quoi ils répondent aux aspirations de la population à travers les assises, à travers la constitution, à travers même la charte de la transition. Ils disent quand même se trouver dans la logique des aspirations de la population. Et vous partagez cette opinion? Et les aspirations de la population à travers les assises ne sont pas en ce moment précis. C'est à travers ça qu'il faut aujourd'hui jauger le parcours. D'accord. Est-ce que les objectifs qu'a fixé le peuple malien par rapport à la transition, est-ce que ces objectifs sont atteints? Oui, tant qu'on n'arrive pas à jauger cela, tant qu'on n'arrive pas à poser cette équation, moi je crois que c'est du divertissement inutile. Ah bon? C'est du divertissement inutile parce que moi je vous dis, notre pays est un pays qui ne ressemble à aucun autre. Ah bon? C'est un pays qui est beaucoup plus géré par sa culture, qui est beaucoup plus géré par sa religion et géré par... Donc moi je dis, nous avons fixé le cap d'une transition et cette transition a été perturbée, longuement perturbée par la CEDEAO, par l'UA, par les décisions de blocage qui ont fait que la transition, moi je crois, n'a pas eu la plénitude, n'est-ce pas, de ses activités pour sortir le Mali de la crise que les gens fixent à 2012, mais cette crise-là est une crise permanente et qui a été récidivée plusieurs fois. Donc, je ne prends pas la crise en 2012. Moi, je prends la crise en amont de 2012. La crise que le Mali connaît. La crise que le Mali connaît. C'est-à-dire la crise par rapport à la rébellion. La première république a géré cette rébellion. La deuxième république a géré cette rébellion. La troisième république a géré la rébellion. Maintenant, cette rébellion qui s'est métamorphosée en banditisme armé, en rébellion, en djihadisme. Donc, il y a eu assez de choses à ce niveau. Donc, moi, je suis aujourd'hui de ceux qui ne sont pas dans la logique. Je dis, je suis objectif. Je ne suis ni pro-militaire, ni politique. Je suis pro-Mali. Et dans ce pro-malianité, moi je dis aujourd'hui le Mali n'a pas besoin de se divertir par un débat élection ou pas élection. Mais nous devons beaucoup plus regarder nos objectifs et voir comment est-ce qu'il faut les atteindre avec les moyens de bord. Donc, M. Cissé, vous venez d'entendre l'intervention de M. Diallo sur élection, pas élection. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme vous le savez, on a l'habitude d'entendre quand même la prolongation de la transition de 6 à 9 mois. Est-ce que selon vous, ces élections pourront être organisées en février 2024? En tout cas, à la lumière de ce que je vois vraiment que c'est difficile à tenir. Pourquoi? C'est difficile à tenir parce qu'il y a un manque de volonté. De volonté de la part de volonté manifeste. De la part. Quand je vous l'ai dit, aujourd'hui, de tous les discours qu'on tient, on voit que dans les discours, en réalité, il y a une logique toujours de garder le pouvoir dans ce
carcan de transition jusqu'à... En tout cas, on ne va pas, jusqu'à présent, on ne va pas, comment on appelle, un cadre. Parce que la dernière fois seulement, on entendait que le ministère parle toujours des organisations des élections, le ministère de l'administration territoriale, bien entendu, qui n'est plus dans la logique de rencontrer la société civile ou des partis politiques, d'autant plus qu'il y a déjà un organe qui est là chargé de l'organisation des élections et qui est opérationnel. EJ. Ouais. Donc, si il y a à discuter, c'est à l'EJ de discuter avec la société civile ou les partis politiques. Si il y a des difficultés, c'est à l'EJ de se prononcer sur les difficultés. Mais quand c'est à un niveau supérieur, qui est l'administration, qui gère l'EJ et en même temps qui gère l'organisation sans pourtant passer par l'EJ, moi je vois que c'est des difficultés. Ah bon, vous pensez que l'administration territoriale est en train de gérer l'EJ, vu qu'avec la création de l'EJ, on a dit que c'est un organe indépendant? Eh bien, si déjà, comme on appelle l'administration territoriale se fait interlocuteur direct des partis politiques et de la société civile par rapport à l'organisation des élections, bien entendu, cela veut dire que l'EJ n'a pas sa raison d'être. Ah bon? Parce qu'en principe, aujourd'hui, c'est à l'EJ d'évaluer les difficultés et d'échanger avec la société civile ou les partis politiques pour la faisabilité ou s'il y a des décalages ou autres par rapport aux élections en vue. Mais pas l'administration territoriale. D'accord. Voilà. Donc vous préconisez à ce que l'EJ s'en charge de tout ce que peut-être l'administration territoriale mais bien sûr. En matière d'organisation des élections. Ok. Alors, vous me permettez, je me retourne vers M. Diallo. M. Diallo, vu la situation du pays sécuritaire, socio-économique et politique, est-ce que le Mali est prêt aujourd'hui pour l'organisation de ces élections, vu tous ces aspects? Monsieur Dia, je m'avais d'abord précisé un point important. D'accord, vas-y. Que M. Cissé vient de dire. Ah, donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord à ce qu'il vient d'avancer? Voilà, Totalement. Non, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Parce que l'EJ est une structure indépendante. Oui, et de part qui devrait gérer les élections. Toutes les élections. Et l'État, à travers l'administration territoriale, est un facilitateur. L'État ne peut pas sortir entièrement de l'organisation du processus électoral. Ouais. Alors, l'État est en train, aujourd'hui, il n'y a pas la chose électorale n'est pas encore là. Nous sommes dans les préparatifs. Et dans ces préparatifs, ça se fait avec l'État. Parce que c'est l'État qui va donner les moyens à l'EJ, c'est l'État qui va protéger l'EJ, c'est l'État qui va se mettre en rapport avec l'EJ pour des élections transparentes et crédibles et appréciées de tous. Ouais. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans cette expectative que l'administration territoriale est sincèrement en train de jouer son rôle en rencontrant tous les acteurs pour les mettre en jambe. C'est comme un coach avant un match. Avant le marathon. Voilà, oui. Un coach qui doit mettre ces joueurs en forme. Exactement. Donc, revenons à la question déjà posée. Et on dit, vu la situation du pays, vu la situation sécuritaire, politique, économique surtout, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est prêt à accueillir ces élections tant attendues? Moi, je crois que février 2024 n'est pas tenable. Ah bon? Vu quelle raison? Que ce n'est pas tenable, parce que la sécurité fraîchement acquise dans certaines localités n'est pas consolidée. Il faut avoir la paix et consolider la paix pour ensuite aller vers les élections. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui sont là. On a la chance qu'ils aient le moyen nécessaire pour contrecarrer
ce que tout le monde, le monde intellectuel malien a trouvé comme étant une situation démesurée, accompagnée par certains de l'extérieur. Oui, mais M. Diallo, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont presque les mêmes situations qui se produisaient en 2018 maintenant? Non, les 2018 n'est pas 2023. Oui, mais comme vous avez parlé de l'aspect sécurité, l'aspect sécurité en 2018 n'est pas, on n'était pas dans, nous étions dans une sécurité où c'est les autres qui assuraient notre sécurité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un élan où c'est nous-mêmes qui assurons notre sécurité. D'accord. Et puisque nous assurons notre sécurité, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc si c'est le cas, si nous avons la capacité d'assurer notre propre sécurité, je pense qu'on peut aussi peut-être organiser les élections dans ce cadre-là pour sécuriser les élections. Vous savez, les élections référendaires ont été organisées. Avec succès. Mais je vous dis, les élections référendaires, les gens se réfèrent sur les élections référendaires pour dire que les élections politiques sont possibles. Moi, je dis que l'État soit dans la logique des élections. D'accord. Ou que l'État ne soit pas dans la logique des élections. Moi, je ne suis pas dans la logique des élections. Ah, donc, ça veut dire que vous ne préconisez pas les élections maintenant? Pas maintenant. Pour le Mali. Et jusqu'à quand? Aujourd'hui, moi, je ne préconise pas les élections pour le Mali. Parce que, par effet d'entraînement, le Mali a entraîné, la position du Mali a entraîné beaucoup de pays dans la même position. Ah bon, donc il y a un vent qui est en train de souffler sur cette partie de l'Afrique. Et ce vent-là qui est en train de souffler sur cette partie de l'Afrique prennent leçon auprès de nous. Donc ça veut dire que vous... Et si eux, ils prennent aujourd'hui leçon auprès de nous, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons aller jusqu'au fond de nos agissements afin que nous ayons un peuple non seulement libéré, mais aussi un peuple capable de faire face à son destin en paix. Effectivement, M. Diallo, est-ce que vous pensez aller jusqu'au fond de notre agissement peut nous prendre combien de temps? Écoutez, moi, si c'est moi qui décide qu'il y ait élection. Et vous proposez ou suggérez combien de temps? Si moi, je dois suggérer et si je devais être écouté, moi, je n'ai pas d'élection avant 3 ans. Après 2023? Après 2023. Donc, moi, je préconise les élections pour 2026. Moi, je préconise, je ne suis avec ni la transition, je ne suis ni avec les détracteurs de la transition. Je suis avec l'objectivité que mon pays n'a fait que trop souffrir. Effectivement. Et le point sur lequel aujourd'hui il faut s'attarder, c'est ce point où il faut sortir le Mali du puits. C'est sur ce point qu'il faut aujourd'hui s'attarder. Monsieur Cissé, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Diallo comme quoi on devrait vraiment organiser les élections 3 ans après cette année? Bon, je pense que vraiment, je ne suis pas d'avis avec M. Diallo parce que tout simplement là où il a terminé pour dire que pour faire sortir le peuple de la souffrance, moi je vois le contraire, que le peuple ne fait que s'engouffrer dans la souffrance. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Et pourtant, il y a beaucoup de discours qui disent que... Ah non, mais si on fait un peu de statistiques par rapport au prix des denrées de première nécessité, mais il y a eu, prenons 2017, là où était le kilo de riz a dépassé, comment on appelle ce niveau. Et nous avons aujourd'hui de pauvres. Il ne faut pas qu'on résume tout à la ville. Il y a les banlieues, il y a les villages. Mais comment nos populations vivent là-bas? C'est des difficultés. Il y a deux sécurités. Il y a la sécurité alimentaire et la sécurité physique. Mais souvent, ces augmentations sont caractérisées ou expliquées du fait que c'est le monde entier qui en souffre. Bon, le monde entier, on peut se référer au monde entier, mais en réalité, quand on vient, on doit venir avec sa propre politique. Sa politique est de pouvoir faire sortir son peuple des difficultés.
Mais il y a des efforts qui sont consentis. Les efforts sont consentis, mais ils ne sont pas suffisants. Ah bon? Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut... Parce que au tout départ, on pensait qu'il fallait... Parce que c'est des alibis, c'est des choses qui ont été, en tout cas, les alibis pour déstabiliser un moment pour le changement de régime. On avait taxé de l'ancien régime que les prix, les prix étaient à la hausse, que la vie était chère, qu'il y avait telle difficulté, et nous voyons que c'est les mêmes difficultés qui sont là. Qui continuent. Ça, c'est votre lecture? Absolument. Ou c'est ce que tous les Maliens Absolument. On peut passer dans les carrés pour demander. Pour des micro-trottoirs. Comme vous êtes des journalistes, vous pouvez être dans le carré. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui est de plus, est-ce que ce vent qui est là... Quel vent? Le vent dont mon co-débatteur parle, de la sous-région, où c'est un changement partout, chez les voisins. Est-ce que c'est un facteur de sécurité? Quel sera l'impact de ce changement sur nos populations? Il fallait qu'on analyse tout ça. Je pense que ça sera l'occasion de poser ce genre de questions, mais je pense qu'on va poser la question au cours de l'émission. Mais je vais en venir auprès de M. Diallo. Monsieur, en cas de report de ces élections, comme vous préconisez, quelle sera la réaction, tant au niveau de l'opinion nationale qu'internationale, selon vous? Qu'est-ce que le Mali pourra s'attendre comme conséquence, on va dire, des reports de ces élections, tant au niveau national qu'international? Quelle sera la réaction, selon vous? Bien, je crois que si sur le plan national, il n'y aura pas de report sans avis du peuple. Donc, une large communication, une bonne communication, une vraie communication devrait s'adresser au peuple du Mali. En faisant comment? En leur expliquant, à travers des plateaux du genre, à travers d'autres canaux, en leur expliquant la difficulté dans laquelle notre pays s'est enfoncé. Les gens prennent 2012, je vais prendre 2012 avec les gens. D'accord. Notre pays s'est enfoncé. Moi, je crois que la vitesse a été... 2012, c'est l'épicentre de la crise. Effectivement. Donc, moi, je dis, on s'est enfoncé dans cela. Et il s'est enraciné progressivement. Et il y a eu des mutations dans cette crise. Et ces mutations, c'est muté en djihadisme, en plusieurs jusqu'aux bandits armés. Mais je dis aujourd'hui, il faudrait qu'on soit objectif. Et il y a une avancée extraordinaire. En quelle matière? En matière de sécurité. Il y a une avancée extraordinaire. Il y a... aujourd'hui, on entend difficilement des massacres de masse. Mais ce qui est évident, c'est que moi, je ne suis pas de ceux-là qui donnent un feu vert aux autorités et qui suis en train de dire que les autorités ont tout réussi. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réussi. Il y a des choses à faire. C'est pourquoi moi je parle d'un deuxième cadrage. D'accord. Alors, et ce cadrage-là, ce n'est pas cadré pour changer le président, mais que lorsque nous devons jauger notre réservoir d'acquis par rapport au parcours, par rapport aux objectifs. Vous et moi, on fait ce plateau aujourd'hui, c'est parce que moi, je peux me déplacer de Moribabougou à ici, en paix. D'accord, ouais. La sécurité. Et si j'avais pas cette sécurité, et que j'ai la sécurité qu'en sortant d'ici, je prendrai ma voiture à l'aise et je repartirai chez moi. Effectivement. Et quand on n'a pas cette sécurité, moi, je vous avoue qu'on aurait dit autre chose. Mais quand cette sécurité est acquise, et qu'elle n'est pas très solide, il faut donner le temps à cette sécurité de se solidifier par les acteurs qui l'ont acquis avec le peuple, pour ensuite poser les jalons des retours
à une vie constitutionnelle normale. D'accord. Donc ça, alors, cette vie constitutionnelle normale n'est pas à écarter. Mais tout ce que l'on acquiert dans la précipitation, tout ce que l'on cherche à acquérir parce que, ôte-toi que je me mette, tout ce qu'on va vouloir acquérir dans ça ne sera pas le bien de notre nation. Sera très éphémère. Aujourd'hui, le bien de notre nation se trouve dans une paix durable. Et cette paix durable, tu vas donner aujourd'hui le pouvoir aux civils en République du Mali. Tu vas organiser les élections. Tu vas donner les pouvoirs aux civils. En ce moment, le chef de la défense, n'est-ce pas, serait le président de la République, est toujours le président de la République. Effectivement, chef suprême des armées. Le chef suprême des armées est toujours le président de la République. Ouais. Et ce n'est pas en ce moment l'armée qui a la décision de son opération. La décision de l'opération de l'armée vient d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans cette transition, la décision de l'opération de l'armée vient de l'armée lui-même. Donc ça veut dire qu'il y a eu un grand changement. Donc ce changement-là, pour moi, ce n'est pas un petit changement. Un. Et deuxièmement, ce changement-là, nous devons pouvoir profiter de ce changement pour consolider la paix. Alors cette paix consolidée devrait prendre en charge beaucoup de pans. Je crois que au fil du débat, effectivement, on va rentrer dans ces détails-là. Je vais me retourner vers M. Sissi. A une réaction justement, j'ai une réaction par rapport à ce que M. Diallo vient de dire. Voilà, moi, mon souci aujourd'hui, c'est la résilience de notre peuple. D'accord, face aux difficultés, aux changements. Et qui a été d'ailleurs un cheval de bataille de la part de nos autorités. Et le peuple a accepté cette résilience. Mais quand ça va durcir, mais ça peut être autre chose. D'accord. Et c'est étonnant de ne pas lire du passé. Dans le passé, il y a eu une gestion militaire au Mali. Oui, le Mali a connu ça. Le Mali a connu une gestion militaire. Donc pour dire, et par ailleurs, pour dire que, faire croire qu'aux Maliens que les militaires, c'est maintenant que les militaires gèrent, les militaires ont toujours géré au Mali. Et quand on prend les mandats, les militaires ont géré plus. Et les militaires, c'est des citoyens comme les autres. Effectivement. Il n'y a pas deux camps de gestion. C'est un Malien qui gère. Effectivement. Mais, pour dire que ce qui est encore plus sain, c'est de confier le pouvoir aux civils et que les militaires font face à leur mission régalienne qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Et encore pour dire mieux, aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'armée, de la gestion de l'armée, comme certains pensent, comme si l'armée est devenue un parti politique. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, la raison qui nous conduit aujourd'hui, en tout cas qui nous motive à dire d'aller rapidement vers un retour constitutionnel normal et remettre le pouvoir aux civils et que l'armée reste toujours dans sa logique de la sécurité des personnes et de leurs biens qui a toujours existé. Vous savez, de 2012 à nos jours, l'armée a été toujours dans les départements. Le poste qu'on appelle le haut fonctionnaire, dans tous les départements, c'est un militaire qui gérait ça, un grand officier. D'accord. Donc, vous savez, il y a un problème. Non, il y a un problème. Quand lui, il a demandé, quand il a dit qu'il explique, il explique le changement par le prix des denrées, c'est trop léger. Mais quand même, ça constitue une difficulté. Non, c'est trop léger parce que, moi, je vais vous dire. Comme argument? Comme argument, moi, je vais vous dire. Le riz qui est produit chez nous, n'est-ce pas, et qui est cédé à un prix aujourd'hui. Lorsque ce riz-là, il y a le coût d'exploitation qui va gréver, obligatoirement, le coût du riz va gréver. Ah, ça, c'est l'économie. Parce que qu'est-ce qui arrive, en fait? Nous avons assisté au blocus qui a fait que l'essence est devenue très chère. Et c'est à partir du carburant que tout se joue, par le transport et par même l'exploitation. Donc ce qui fait que c'est
pas seulement notre embargo, mais c'est l'embargo sur le monde à travers la guerre de l'Ukraine qui fait que les choses sont beaucoup plus difficiles tant dans le monde qu'au Mali et beaucoup moins chères au Mali qu'à travers la sous-région. Ah bon? Bien sûr. Aujourd'hui, le kilo de sucre qui est donné à 700 francs à Bamako, dans les pays portuaires, il est à plus de 800 francs. Monsieur Cissé, donc ça veut dire que les difficultés que les Maliens vivent aujourd'hui ne dépendent pas uniquement que... Oui, il faut essayer de prendre le carburant. Oui, d'accord. Essayez de prendre le carburant que nous avons à Bamako aujourd'hui, l'essence à 800 francs, 700 francs, 800 et quelques, 800 et quelques, 700 et quelques. Mais téléphone au Sénégal, ce que je dis n'est pas sorcier. D'accord. Téléphone au Sénégal, il y a plus de 100 francs de différence à la pompe entre le Sénégal et le Mali. Oui, mais je pense que les autorités aussi ne pouvaient pas peut-être jouer un peu... Non, il y a un effort de subvention. Il y a un effort de subvention qu'il ne faut pas perdre de vue. D'accord. Nos autorités, pour que le peuple du Mali soit un peuple qui a été un peuple résilient. Oui, pendant... Et ce peuple résilient du Mali... Qui continue à l'être. Hein? Ah bon? Ce peuple résilient du Mali, d'accord, n'est-ce pas? Et le gouvernement a mis ce peuple résilient dans ces conditions pour rendre la vie beaucoup plus facile. Mais pourquoi jusqu'à présent, cette même population continue de crier? Non, la population... Vous savez ce que j'ai toujours dit aux gens. Vous savez, lorsque une population, lorsqu'il y a 1 franc d'augmentation, d'accord, une population crie toujours. Moi, je te prends le cas de l'EDM. L'énergie du Mali. La dernière augmentation date d'au moins il y a au moins il y a 10 ans. D'accord, avant 2023. Avant 2023, il y a au moins 10 ans. Et cette dernière, aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'augmentation parce qu'il y a un gouvernement qui est là, qui est en train de peser et sur les choses en payant à la place du consommateur. Aujourd'hui, c'est que la population ne comprend pas, malgré tous ces oui, efforts. Mais c'est ça. Non, ces efforts-là... L'impact n'est pas visible. Oui, mais quoi, le pays lui-même n'a pas les ressources adéquates pour aller vers là. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent piloter notre destin à travers l'extérieur, à travers la CEDEAO, l'UA, qui sont à la merci des pays qui veulent qui veulent piloter notre destin. J'ai dit, il faudrait que l'on soit suffisamment averti et qu'on lise, comme il l'a dit, qu'on sache lire du passé pour pouvoir nous projeter vers le futur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi je n'expliquerai pas la tenue des élections. Moi, je ne l'expliquerai pas. La tenue des élections par la difficulté que vit cette population. Pas la population, que vit le monde à travers la guerre de l'Ukraine. Et cela est quelque chose d'hyper sérieux. Et maintenant, chez nous, on a des problèmes. Oui, des sérieux problèmes. Et il faut qu'on fasse face à nos problèmes pour pouvoir sortir de la difficulté. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne nos problèmes, n'est-ce pas, et qu'on torde le cou à nos problèmes pour avoir des solutions biaisées. D'accord. Donc, je pense que M. Diallo, vous allez nous permettre à M. Cissé vraiment peut-être de réagir sur ce que M. Diallo vient d'avancer par rapport qu'on n'explique pas les difficultés du peuple malien en fonction des élections. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas à comparer parce qu'il a comparé le Sénégal au Mali. D'accord. Il n'y a pas à comparer. Chaque pays a ses réalités. Effectivement. Mais aujourd'hui, il a parlé de la subvention. Si réellement, parce que j'ai dit, c'est de ça qu'on a taxé le régime d'anciens pour pouvoir, comment on appelle, justifier les raisons de se dresser contre le président défunt Ibrahim Boubacar Keïta. Le fait Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà. Donc,
si autant on avait parlé de toutes ces crises, des crises économiques, des crises sécuritaires, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on continue dans l'insécurité. L'exemple éloquent, c'est l'autre jour à Bandiagara. Et pourtant, M. Diallo, la population est sortie récemment. L'armée est en train de monter en puissance. C'est très rare d'entendre vraiment des massacres de masse, selon ces mots. Donc, les problèmes sont là encore. C'est pourquoi je disais que nous avons deux crises très graves, dont l'autre a plus de puissance que l'autre. La crise économique, la crise du ventre. On va parler comme ça parce qu'il y a des pauvres qui sont là-bas, comme l'adage le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand aujourd'hui la population résiliente qui continue à suivre avec dignité, avec honnêteté les autorités, moi je pense que les autorités doivent aussi réfléchir parce qu'on a connu, je dis on ne lit pas de nos passés, et au Mali et dans la sous-région. D'accord. Il y a eu quand même un putschiste révolutionnaire de la sous-région qui était très proche de son peuple. Il s'agit de qui? Mais qui a terminé. Voilà comment il a terminé aussi. Donc c'est pour dire que il faut venir servir très rapidement et repartir dignement avec la crédibilité. Moi je crois que c'est la solution qu'il faut parce que j'ai beaucoup espoir à ces jeunes soldats qui sont là, qui sont venus avec vraiment un courage de vouloir bien faire, mais à un moment, il faut vite faire ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Effectivement. Même si on reste, durant tout le temps, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est pourquoi rapidement, il faut qu'on sorte de cette situation de pouvoir toujours rester, comme on appelle, au pouvoir. Il faut aller. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation universelle. Aujourd'hui, la démocratie est comme on appelle, est universelle et on est obligé d'aller avec cette logique. Et il faut donner au peuple, il faut permettre au peuple de s'exprimer et c'est ce qui va faire la légitimité du pouvoir. Donc ça veut dire que vous pensez que la démocratie elle est menacée au Mali actuellement? Elle est menacée dans la sous-région, ce n'est pas au Mali seulement. Ah bon? Et si on continue comme ça, c'est pourquoi je me pose la question, c'est que nous allons devenir. Parce qu'on ne peut pas avoir deux pouvoirs et qu'on ait encore confiance. Oui, quand on a le pouvoir du feu et on a le pouvoir civil encore, mais c'est pas facile. Souvent, ça peut, mais vous savez, ça peut faire glisser si on ne fait pas attention. Oui, mais vous savez, nous ne sommes pas morts et ce n'est pas le dernier jugement. Effectivement. Non, écoutez, moi je te dis, je ne suis pas d'accord qu'on arrive à... Aujourd'hui, on compare la situation par laquelle le peuple a voulu déposer Ibeka à cette situation. Parce que là, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y avait un mouvement contre un homme et un régime. Et ce mouvement-là, qu'ils se mettent, quoi qu'il arrive, si l'ordre constitutionnel a été renversé, c'est parce que ces mouvements-là ont tout fait. On pesait sur tout pour avoir enfin raison. Mais malheureusement, et pour eux, et très heureusement pour le Mali, et le pouvoir n'est pas tombé entre leurs mains parce qu'ils n'avaient pas de plan pour avoir le pouvoir. Le pouvoir n'est pas tombé entre leurs mains. La main de qui? Entre la main de ceux qui ont piloté ces activités-là. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de vouloir expliquer la difficulté du Mali par ce passé récent. Nous sommes beaucoup plus en train de chercher à savoir est-ce que le Mali, au moment en 2023, au premier trimestre 2024, serait prêt pour organiser les élections. Justement, sur cette et question. Comment organiser les élections? Je crois que c'est ça le débat important. Effectivement. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans le débat pré-coup d'État, moi je n'appelle même pas coup d'État, moi j'appelle prise de responsabilité. D'accord. Parce que si on avait laissé les civils entre eux,
notre pays ne serait pas aujourd'hui cité. D'accord. Donc, si vous me permettez, M. Diallo, est-ce que ce découpage administratif que le Mali vient d'adopter ou de valider, est-ce que ne sera pas un facteur de blocage pour les nouvelles élections qui arrivent, selon vous? Vous savez que les découpages politiques ne sont pas du fait de la transition. Les découpages politiques sont du fait d'un régime, de l'ancien régime. Et le Mali en 19 régions, ils l'ont trouvé. Le Mali en 19 régions, ils sont en train de le réaliser. Moi, je ne crois pas que ce soit un facteur de blocage. Vous savez, nous sommes dans un pays et c'est une entente qui fait marcher les choses. Ouais. Et cette entente devrait être l'équation ultime pour alors gérer un peuple en crise. Si on ne s'entend pas sur la façon, nous-mêmes aujourd'hui, on ne s'entend pas sur la façon de piloter par les pouvoirs en place les activités, alors on se comprendra difficilement. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que, j'ai dit, je ne suis pas pro-transition. Je ne suis pas contre la transition. Mais je suis pro-Mali. Et en tant que pro-Mali, moi je te dis, en tant que pro-Mali, je te dis, aujourd'hui, les acquis sont fragiles. Ouais. Notre pays ne peut pas aujourd'hui organiser les élections crédibles. Et si on pousse ceux qui sont là à aller vers, on va aller vers une mascarade électorale. Et cette mascarade électorale ne sert pas mon pays. Si aujourd'hui vous avez posé la question, si aujourd'hui la communauté internationale ne veut pas que le Mali continue, mais c'est parce qu'ils sont au service ils sont au service de leur maître. Mais c'est à la suite. Moi, je vais vous dire, non, je vais vous dire, ce n'est pas la démocratie. Depuis l'avènement de la démocratie même était mitigeuse. Hein? L'avènement était mitigeux de la démocratie parce que qu'est-ce qu'on s'était dit? Le président de la République d'alors a dit à la Baule que la démocratie n'était pas une camisole de force. Cela veut dire quoi? Qu'on était en train de nous imposer la démocratie. Donc on n'était pas prêt? On n'était pas prêt, on était en train de nous imposer la démocratie. Ceux qui ont fait leur démocratie pendant 200, 300 ans, ils l'ont construit selon leur culture, selon leurs coutumes et leurs mœurs, ils ont construit leur démocratie. Et ils ont voulu nous entraîner dans une démocratie toute faite pour que nous restons toujours leur valet. Aujourd'hui, ouais, nous avons des dirigeants responsables dans un peuple responsable qui sont en train de dire nous allons faire les élections. Si ça ne tient qu'à eux, ça ne tient qu'à à cette transition, ça ne tient qu'à ces dirigeants, moi je suis certain que les élections se tiendront à date indiquée. À la date indiquée. Mais s'il y a quelqu'un qui doit refuser que les élections se fassent à la date indiquée parce que ça se fera contre le Mali, ce serait le peuple du Mali. Ah, d'accord. Donc, du coup, on va poser la avant-dernière question à M. Cissé. Et que pensez-vous qui serait la solution pour la tenue des élections au Mali? D'accord. Avant d'aborder cette question, je vais réagir juste à ce que... D'accord. Donc, vous avez peut-être une minute. Parce que le temps est presque suffisant. D'accord. Il a parlé des mouvements. D'accord. Et des mouvements qui se sont organisés contre, comme on appelle, le régime démocratiquement élu, le régime d'avant. Ce mouvement, aujourd'hui, c'est ce mouvement-là qui veut transformer la transition en parti politique. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour faire partir, comme on appelle l'ancien régime. Et aujourd'hui, ils ne sont pas implantés et ils veulent faire de l'armée un parti. D'accord. Alors que l'armée n'est pas un parti. D'accord. Donc, en répondant à cette question, en répondant à cette question, quelles sont les solutions alors pour la tenue des élections au Mali, selon vous? Pour la tenue des élections au Mali, moi je crois que nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir confiance aux jeunes officiers qui détiennent le pouvoir. Et ils doivent aussi faire preuve
de confiance aussi et de redevabilité à leur peuple qui les a toujours accompagnés, et un peuple qui est resté toujours résilient, qui a toujours accompagné son armée. Aujourd'hui, il est temps d'organiser les élections, que l'armée se fixe des objectifs, que l'objectif de l'armée soit sa mission régalienne, je le répète, pour que le peuple il y ait un peu de paix, qu'il y ait un peu de sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, je suis à Bamako, je parle ici à Bamako, mais ce qui se passe à la frontière de Labzanga, je ne le sais pas. Ce qui se passe à la frontière de Taoudeni, je ne le sais pas. Donc maintenant, nous voulons que l'armée consacre, comme on appelle, tout son effort sur la sécurité et laisser la gestion publique aux civils. Je crois que c'est ça la vision, et je pense que c'est ce qu'il faut pour mon pays, parce que si on continue dans cette situation, l'armée est au four et au moulin, finalement, ça va créer des difficultés et eux-mêmes, ils seront confus dans la gestion. En tout cas, je souhaite de tout mon cœur que les élections soient tenues à la date indiquée d'ailleurs, parce que c'est le peuple qui s'est prononcé au cours des ANR, et l'armée s'est fixé un objectif de pouvoir tenir les élections aux dates indiquées. Pouvoir tenir des élections à temps indiqué. Monsieur Diallo, quelle sera votre réaction par rapport aux différentes solutions proposées pour que le Mali puisse arriver à organiser ces élections, même si votre proposition qui est les 3 années là, qu'est-ce qu'il faut moi je vais vous, très rapidement. Moi je vais vous dire, il a parlé de mouvement qui a tombé Ibeka et qui est en train de se mettre en route parce qu'ils n'ont pas de base pour se mettre en route pour changer l'armée en parti politique. Il faudrait qu'on fasse attention. D'accord. Et il faudrait qu'on arrive à faire au Mali le distinguo entre les responsabilités. Parce que tant qu'on ne fait pas le distinguo entre les responsabilités, on va toujours tomber dans certaines léthargies qui ne sont pas bien pour notre peuple. Aujourd'hui, il faudrait faire la différence entre le premier ministre du Mali et le gérant du mouvement de 91. Et je veux dire du mouvement de 2018. Et celui-là, aujourd'hui, qui est premier ministre du Mali, est avec la transition pour bâtir un Mali du rêve des Maliens. Il a une capacité à ne pas être dans le carcan que clame le peuple du Mali. Mais ce même Premier ministre, quand même, attire la convoitise. Et puis, je termine. Je termine. Vas-y. Je termine. Alors, aujourd'hui, il faudrait que l'on se dise une chose. Aller vers les élections n'a rien à voir avec, je veux dire, le parti, enfin, comment on appelle ça s'appelle le M5, non? Le M5 voilà. RFP. C'est-à-dire, le M5 RFP est un mouvement d'une partie du peuple. Ce n'est pas tout le peuple. Moi, je n'ai jamais fait partie du M5 RFP. Et si c'était à refaire, je ne serais pas du M5 RFP. Donc, je dis, le M5 RFP a tiré sur... s'est appesanti sur une crise. Et au bout de cette crise, il a failli que l'armée prenne ses responsabilités pour que les fils d'un même pays ne se déchirent pas et laisser le pays en lambeaux. D'accord. Donc, je pense alors, cela nous amène à ta question. D'accord. Quelles sont les voies et moyens pour que se tiennent les élections? Effectivement, c'est ça la question. Les voies et moyens aujourd'hui pour que se tiennent les élections crédibles,
il faut qu'on ait les moyens financiers de par nous-mêmes. D'accord, nos propres fonds. Pour aller aux élections. Un. Et deuxièmement, il faudrait qu'on fasse le distinguo, que le peuple arrive à faire le distinguo entre, entre ce que fait l'administration territoriale et ce que fait l'EJ. D'accord, la différence. Là. Et la différence entre l'EJ et l'administration territoriale est que l'administration territoriale a la responsabilité d'administrer le territoire malien dans son entièreté. Et en tant que tel, une élection ne peut se faire sans qu'il n'ait une responsabilité dedans. Cela est super clair. Donc, il ne faudrait pas que les Maliens croient que l'EJ a ses responsabilités, l'EJ a sa route à faire, et l'administration territoriale a ses responsabilités et sa route à faire. L'administration territoriale ne va pas influer sur les élections. Deuxièmement, les élections, il faudrait que aujourd'hui, pour revenir à une vie constitutionnelle, normal, il faudrait aujourd'hui que cette transition atteigne les objectifs qui lui ont été assignés par le peuple du Mali. Tous ces objectifs. Au moins les objectifs de sécurité. D'accord. Et les acquérir et les consolider. Surtout aspect sécurité. Surtout aspect sécurité. Parce que j'ai dit et je vais encore le redire. D'accord. Tant que le pouvoir d'agir ou de ne pas agir n'appartient pas à celui qui doit agir, il agira sous l'horreur de l'autre. Et c'est pourquoi notre armée, et il a dit que l'armée a toujours eu le pouvoir au Mali. Oui. Et moi, si ça ne tient qu'à moi, l'armée ne quittera même pas le pouvoir. Donc ça, c'est votre Parce que, je vais vous dire, il faudrait trouver les voies et moyens pour la maturité du peuple. Même si... Et que personne n'a pris en charge, malheureusement, de 1960 à nos jours. Il n'y a que le pouvoir du général d'armée qui avait voulu constituer à travers les tons villageois, à travers les AV, à travers assez de choses, à travers l'alphabétisation fonctionnelle, avait pu trouver les voies et moyens pour remettre le peuple dans une éducation, dans le sens d'une éducation objective. Mais aujourd'hui, ce peuple-là, l'éducation, ce n'est pas seulement ceux-là qui doivent aller à l'école. L'éducation, ça à tous les niveaux. Effectivement. Et ça commence par l'information. Il faudrait que le peuple ait l'information juste à temps normal. Et que le peuple puisse être outillé pour l'interprétation de ceci. Il faudrait que le peuple sache, et comme le commun du mortel, quelle est la responsabilité de chacun. Et qu'un président de la République, qu'est-ce qu'il ne peut pas outrepasser? Et qu'un président de l'Assemblée nationale, quel est son travail? Au Mali, on voit que le président de l'Assemblée nationale va dire aux gens que si je passe, je fais des routes. Ça, c'est le fou. Alors, mais c'est pour vous dire que ce peuple-là n'est pas encore le peuple qui doit présider aux destinées du Mali. Et que ce peuple-là mérite encore d'être reformé parce que c'est ce peuple-là qui ne comprend pas et c'est ce peuple-là qu'on doit chercher à comprendre. Et je ne suis pas d'accord avec les intellectuels du Mali. Et le Mali a investi dans leur éducation et pour la plupart gratuitement. Pouvoir prendre une minute de son temps pour expliquer à son parent du village ce que c'est qu'une république, alors je ne crois pas que cela devrait entraver la marche des intellectuels. D'accord. Donc, je pense que tout a été vraiment compris. Mais, M. Cissé, maintenant, quels sont vos mots de la fin? Parce qu'on tend vers vraiment la fin de toutes les façons, je pense que l'émission, le débat était très houleux. Oui. Et je pense qu'on aura l'occasion encore de revenir sur certains aspects. Tout à fait. Mais avant la clôture, j'aimerais juste dire que
Vous avez parlé des voies et moyens pour organiser les élections. Effectivement. Moi, je pense que dès lors que le Premier ministre, qui est chargé même de dégager la politique de l'État, sort pour dire qu'il faudra qu'ils organisent les élections, qu'ils songent au développement économique, et organiser les élections pour remettre le pouvoir. Moi, je pense qu'ils ont déjà les moyens. Cela veut dire que c'est en connaissance de cause qu'il a parlé. Et je pense qu'ils doivent aussi avoir ces moyens d'organiser les élections. C'est-à-dire tous les moyens, les moyens sécuritaires, les moyens logistiques, tout ça là. Alors, mon mot de la fin serait d'abord de remercier Ndar TV de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer sur la vie de la nation. C'est très important et il faut multiplier de telles initiatives si possible pour aller vers le peuple, parce que nous savons que notre peuple, en tout cas en grande partie analphabète, et souvent le message ne passe pas bien. Alors il faut multiplier les débats de ce genre. Saluer les téléspectateurs qui nous suivent à partir de Ndar TV. Et longue vie à celui qui a eu l'initiative de créer, comment on appelle cette chaîne. Si la chaîne n'était pas créée, peut-être que nous allons l'inventer. Et remercier les techniciens, tout le staff qui nous a accompagnés. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci M. Cissé, sans oublier votre co-débatteur. Alors, le doyen. M. Diallo, et votre mot de la fin pour vraiment, on tend vers la fin. Je pense que prochainement, on aura assez de temps pour mieux discuter en profondeur. Moi, je crois que d'abord, il faudrait se détromper. Le discours du président, du Premier ministre qui dit de faire les élections, que sinon, ceux qui nous soutiennent vont nous lancer des pierres. Pour nous chasser. Il ne faudrait pas ramener ça au court terme, au très court terme, ou tout de suite. C'est un rappel. Un avertissement. Un rappel, un avertissement. Mais ce rappel et cet avertissement ne nous écarteraient pas de la marche honnête, objective et sérieuse de notre pays. Alors donc, pour vous dire, moi, je remercie, je salue les téléspectateurs du Mali. Merci beaucoup, je vous écoute. Je salue beaucoup plus Ndar TV. Merci beaucoup. Pour la promptitude de la communication. Merci. Parce que le sujet, il est d'actualité. Effectivement. Et nous avons un adage en Bamana que je vais reprendre en Bamana. Il n'y a pas de souci. Ils disent alors, comment avec Tigé Morola, Morola fo Awatila. Ni kuma fo kasora fo kuma masse kuma betigela ni ya fo kasora a fo kuma temena kuma betigela kuma na fo kuma de kakan. Donc vous avez pris la parole en son temps. Merci beaucoup. Et je crois beaucoup plus que cette réaction est une réaction salutaire. Et Ndar TV devrait beaucoup plus se mettre dans l'objectif d'accompagner notre nation, notre nouvelle jeune nation. Parce que la nouvelle constitution a lancé la 4e République. Alors donc nous sommes dans notre nouvelle jeune nation. Et cette vieille jeune nation devrait être accompagnée par Ndar TV dans des initiatives du genre. Nous serons à la disposition de Ndar TV pour le Mali. Et Ndar TV devrait aussi poser des actes pour cela, afin que le Mali et les Maliens puissent être informés à temps juste. Merci beaucoup. Merci M. Cissé d'avoir répondu à notre question et à notre invitation. Merci à M. Diallo aussi. C'est moi. Et pour votre invitation, en fait pour votre présence sur le plateau et pour vos analyses aussi pertinentes comme M. Cissé également. En tout cas, au sein d'Ndar, nous allons multiplier ces genres d'initiatives grâce à votre implication et nous allons le faire aussi avec vous. Et ça, vraiment, on vous rassure pour cela, Inch'Allah, que ça sera continuel. Merci bien. Ça sera une contribution pour Ndar, pour, comme vous l'avez si bien dit, notre jeune vieille nation.
notre jeune vieille nation. Notre vieille jeune nation. Notre vieille jeune nation. Voilà. Donc je répète, voilà. Donc en tout cas, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Nous avons passé 1 heure de temps avec vous pour vraiment passer en peigne fin sur l'actualité nationale. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir suivi ce premier numéro de votre émission Qui dit vrai. Merci à vous. Quant à moi, c'est un plaisir vraiment de conduire ces débats-là. Et je vous retrouverai très prochainement sur Ndar TV. Prenez soin de vous. Djanwala. Thank you.